Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le ministre Albert Mabry-Touakeus dévoile les efforts du gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Au cours de cette émission, il a annoncé la construction de 14 nouvelles universités d'ici à 2025 et la livraison de près de 12 000 lits au mois de juin prochain. Le plan social du gouvernement est en marche dans l'Ouest ivoirien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique visite les formations sanitaires des régions du Tonkpi, du Cavali et du Guémon. Le ministre Aka Awele est allé s'imprégner du fonctionnement de ces structures et faire l'état des lieux avec les agents sur place. Le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire sensibilise les forces de défense et de sécurité dans les villes frontalières de Bondoukou, Niablé et Aboasso. Le Conseil veut venir à bout des tracasseries routières subies par les producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont décidé de mutualiser leurs actions pour faire face à la fluctuation du marché mondial, ont mis en place un plan stratégique. Enfin, au Venezuela, le bras de fer entre l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido et le président Nicolás Maduro se poursuit. Juan Guaido appelle à de nouvelles manifestations le 23 février prochain pour soutenir les volontaires prêts à acheminer l'aide humanitaire américaine. Nicolás Maduro envisage un déploiement militaire à la frontière. Ravi de vous retrouver. Nous commençons tout de suite ce journal dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. L'invité de cette émission, le ministre Albert Mabry-Touakeus, a déroulé les efforts du gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une politique de décentralisation est en marche pour approcher l'enseignement supérieur des populations. Il a annoncé la construction de 14 nouvelles universités d'ici à 2025 et la livraison de près de 12 000 lits en juin prochain. Régis Kofi. Plusieurs sujets au cœur des échanges avec les journalistes de Radio Côte d'Ivoire et ceux de la presse écrite, à savoir les grèves à répétition, les conditions de vie des étudiants et la recherche scientifique. D'entrée de jeu, le ministre Albert Mabry-Touakeus annonce une rencontre très bientôt avec la CNEC, Coordination nationale des enseignants-chercheurs à l'origine du récent mouvement de grève dans les universités publiques et grandes écoles. Pour Albert Mabry-Touakeus, plusieurs défis sont à relever afin de bannir la violence dans les universités. Des efforts sont faits et vont se poursuivre. Nous avons aujourd'hui réhabilité l'ensemble des cités universitaires de Cocody. Cela donne à peu près 6 000 lits. D'ici le mois de juin, nous aurons fini de réhabiliter l'ensemble des cités universitaires d'Abidjan. Ça va doubler le nombre de lits. J'ai vu le Premier ministre vendredi dernier pour que nous voyions une situation opérationnelle pour l'ensemble des universités en utilisant une méthode particulière pour voir si dans un délai de 6 mois, nous sommes capables d'offrir 8 000 lits à l'ensemble des universités. Et sur évidemment les enseignants, des efforts ont été faits aussi pour améliorer leurs conditions de travail. Parlant de la recherche scientifique, le ministre Mabry-Touakeus annonce une augmentation de l'enveloppe destinée au financement des recherches. Il souhaite toutefois l'implication du secteur privé. Le vrai secret de la recherche, ce que nous avons trouvé ailleurs, c'est l'implication du secteur privé. C'est l'implication du secteur privé. Il faut que nous parvenions, donc nous, universitaires, chercheurs, à mettre suffisamment de confiance dans le secteur privé pour que des entreprises viennent à nous avec des idées de recherche, avec des attentes qu'ils sont prêts à financer, nous mettons à travailler. Les grandes universités, les instituts de recherche qui marchent à travers le monde, c'est donc avec le soutien du secteur privé, c'est ça la politique. Donc nous allons nous organiser. Je sais que nous sommes capables de faire l'offre. Maintenant, il faut que nous nous organisons pour mieux communiquer et attirer donc les financements privés. À noter qu'il existe en Côte d'Ivoire 7 universités publiques. Le nombre d'étudiants, lui, est estimé à 250 000. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le programme de décentralisation engagé par le gouvernement devrait permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une quinzaine d'universités d'ici à 2025. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est en pleine activité aussi dans l'ouest du pays pour permettre aux populations de bénéficier du plan social du gouvernement. Le ministre Aka Awele a visité les formations sanitaires des régions du Tonkpi, du Cavali et du Guémon. Il est allé s'imprégner du fonctionnement de ces structures et faire l'état des lieux en vue de relever les défis. Le reportage sur place de notre correspondante Eve Bouy. Offrir des soins de santé de proximité et de qualité, veiller à ce que tous les établissements sanitaires soient aux normes,
donner accès aux couches les plus vulnérables à des soins de santé à travers la SEMU, couverture maladie universelle. Tels sont les objectifs de cette tournée d'explication du programme social du gouvernement en matière de santé. Une tournée entreprise par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'ouest du pays. Centre hospitalier régional CHR de Mans dans la région du Tonkpi. Le ministre Aka Awele s'imprègne des réalités de fonctionnement de cet établissement sanitaire de référence. Après Mans, Cap-sur-Guiglo, chef-lieu de la région du Cavalier. Tous les services du centre hospitalier régional sont passés au peigne fin. Enfin, pour clore cette journée, c'est l'hôpital général de Diokwe dans la région du Guémon qui reçoit la tutelle. Cette tournée d'explication vise à faire l'état des lieux de l'existant afin de mieux orienter les perspectives de développement. Le gouvernement fait de gros efforts au niveau du ministère de la Santé en termes de construction, de réhabilitation et d'équipement. Aujourd'hui, j'ai pu vous dire que plus de 833 milliards de francs sont prévus pour les 3 années à venir, 2019, 2020, 2021. Dans ces conditions, il est bon que le personnel soit mobilisé, car c'est bien le personnel qui va apporter la valeur ajoutée. Pour ce qui est de la couverture maladie universelle, les choses se précisent. En GSI, le programme n'est pas contrarié. Les établissements sanitaires seront aux normes d'ici là. La nouvelle PSP est prête à fournir les médicaments et bien entendu, nous avons la compétence en matière de personnel de santé. Donc nous sommes prêts pour l'échéance qui a été donnée. Prêt pour relever tous les défis, le message du ministre est bien perçu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de santé. Il y a de nouveaux centres qui viennent d'être érigés en l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer le plateau technique. La couverture maladie universelle, ça vient. Tout le monde doit bénéficier des soins, le citoyen lambda qui se trouve ailleurs. Donc c'est tout à fait normal qu'on les mette aux normes. Donc si on a du matériel, le personnel est là, je crois que c'est bon pour la communauté. Tous les établissements sanitaires visités ont reçu chacun un important lot de matériel médical. Et toujours pour le bien-être des patients, des médecins orthopédistes et étudiants renforcent leurs capacités. La formation porte sur l'orthopédie traumatologique. Par ailleurs, des interventions chirurgicales ont été réalisées gratuitement sur des patients ayant des déficits et handicaps de la main. Cette formation théorique et pratique vise à renforcer les compétences des médecins ivoiriens dans le domaine, comme nous le rapporte Salima Toudia. Sabine vient de subir une double opération de la main. Voilà 2 ans qu'elle était à la recherche d'une intervention. Son opération a été suivie via un flux vidéo par 40 médecins orthopédistes venus des établissements sanitaires publics et privés et de la faculté de médecine d'Abidjan. Objectif, suivre les techniques de chirurgie du docteur Stéphane Romano. Une formation théorique et pratique sur la réparation réussie des déficits ou handicaps de la main. Les techniques opératoires diffèrent en fonction des habitudes de service. Et les techniques opératoires diffèrent en fonction des personnes parce que chaque chirurgien peut avoir des particularités, certaines finesses qu'on apprend justement en fréquentant beaucoup de chirurgiens, donc c'est toujours un plus. Le premier truc que je retiens, c'est l'enthousiasme incroyable des étudiants. Ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on sent une soif d'apprendre et les étudiants, les chirurgiens me parlent du manque qu'ils ont d'instruments, de fils, d'éléments d'équipement, et ça c'est vrai que c'est difficile, et pour nous c'est compliqué de faire des enseignements en sachant qu'une partie des choses que l'on renseigne ne pourront peut-être pas être appliquées tout de suite en Côte d'Ivoire parce qu'il manque des éléments et des équipements pour le faire. En partenariat avec l'hôpital américain de Paris, cette formation est initiée par une structure sanitaire privée de la place qui entend justement contribuer à l'offre de soins que propose l'État. Nous avons commencé à installer ces équipements-là. Il y a des équipements du laboratoire qui sont entièrement installés. Certains équipements d'imagerie aussi qui sont installés. Donc c'est un déploiement qui se fera au fil de l'eau. Sur 12 mois, des duos de médecins et cadres de santé devront effectuer des formations à Paris chaque trimestre afin de mettre à niveau les compétences. Intéressons-nous à présent aux activités et aux compétences de la Cour de justice de la CEDEAO. Pour nous faire une idée exacte, suivons un extrait du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby, c'était au journal de 13h. Il avait comme invité M. Berebe Ouattara, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Initialement, la Cour avait été créée rien que pour l'application du droit du traité
les litiges entre États et les litiges entre États et la commission de la CEDEAO. Mais très rapidement, avec la révision de 2005, ils ont accordé des compétences complémentaires à la Cour en ce qui concerne les affaires concernant les violations des droits de l'homme. Mais initialement, la Cour, c'était pour l'interprétation du traité et des autres instruments internationaux qui avaient été adoptés par les États. Et les litiges entre les États ou les États, la Commission. Donc c'était une affaire interne. Et la Cour avait aussi une compétence consultative et une compétence arbitrale. Donc c'est par la suite que la violation des droits de l'homme a été ajoutée aux compétences de la Cour. Toute personne physique et morale. Physique et morale. Parce que le texte ne dit pas personne physique. Donc, toute personne. Donc la jurisprudence a estimé qu'il s'agit aussi des personnes morales. Exact. Qui estiment que ces droits ont été violés peut saisir la Cour pour faire valoir ses prétentions. Il n'y a pas moyen de faire appel, il n'y a pas moyen de faire pourvoi en cassation. La Cour statue en premier et dernier ressort. Ces décisions sont définitives, exécutoires, s'imposent aux États qui se sont engagés à les respecter et à les exécuter. Et chaque État doit désigner en interne l'autorité chargée de l'exécution des décisions de la Cour. Nous prenons à présent la direction de San Pedro, où le nouveau directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, était en visite. Le nouveau patron de la société d'exploitation, de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique est allé échanger avec le personnel de l'aéroport de San Pedro et surtout s'imprégner des infrastructures et des équipements de cet aéroport appelé à devenir international. Sam Conan, notre correspondant sur place, a suivi cette visite. Cette première visite du nouveau directeur général de la Sodexam de l'aéroport de San Pedro a débuté par le bloc technique qui comprend des bureaux, un atelier radio et une station de météorologie. Ici, Jean-Louis Moulot s'est aperçu de la vétusté de certains appareils. D'autres installations comme la caserne des sapeurs-pompiers, la guérite de la gendarmerie, la centrale énergie, l'aérogare et le bureau des pistes ont été également visités. Le directeur général de la Sodexam a eu une rencontre avec l'ensemble du personnel de l'aéroport de San Pedro. Nous avons fait l'état des lieux, également des infrastructures, des équipements. Il y a un projet en cours de mise à niveau justement de ces équipements, de ces infrastructures. Le revêtement de la piste a été refait. Il y a un certain nombre d'équipements également qui seront livrés prochainement. Donc nous sommes satisfaits. Il y a un certain nombre de difficultés évidemment qui ont été soulevées par les agents en termes de formation continue, de formation initiale également des agents qui travaillent à l'exploitation de cette plateforme aéroportuaire. Nous avons également des préoccupations exprimées en termes de sécurisation de cette plateforme. Nous avons noté les agressions sur le domaine aéroportuaire avec un certain nombre de constructions anarchiques sur lesquelles nous allons solliciter le soutien de l'autorité préfectorale et de l'autorité municipale de San Pedro pour pouvoir sécuriser le domaine aéroportuaire afin de garantir la sûreté et la sécurité également des vols qui desservent cet aéroport. À l'aéroport de San Pedro, l'on constate une baisse des tensions régulièrement, ce qui affecte le trafic. Tout à fait. Nous avons noté l'instabilité de la fourniture de courant électrique, ce qui nous oblige à faire fonctionner de manière plus fréquente les groupes électrogènes qui ne devraient être qu'un instrument de secours, mais qui fonctionnent bien trop souvent, avec comme incidence évidemment une consommation beaucoup trop élevée pour nous, Sodexam exploitants de l'aéroport, en termes de carburant pour faire fonctionner ces groupes. Et nous allons donc remonter ces préoccupations à la compagnie ivoirienne d'électricité. Depuis la réhabilitation de l'aéroport de San Pedro, ce sont 8 vols par semaine avec 700 à 800 passagers. Des chiffres qui pourraient être doublés dans les prochains jours, selon le directeur général de la Sodexam. Et les lignes devraient aussi bouger dans le domaine agricole. Une bourse des matières premières est annoncée pour juillet 2020. Déclaration faite par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui vient d'initier une rencontre avec les acteurs de la bourse régionale des valeurs mobilières. Cette bourse permettra le financement du secteur, la fluidité et la fiabilité des prix des produits agricoles pour un plus grand apport dans l'économie. Jean-Jacques Kwame. Annoncée pour juillet 2020, la bourse des matières premières agricoles s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PENIA 2, période 2018-2025. Ce projet,
comporte plusieurs avantages. Cette bourse permettra un meilleur financement de la production. Cette bourse permettra aux producteurs de retirer le juste prix de son appel. Cette bourse permettra aux producteurs d'avoir de la visibilité, de la stabilité. Elle permettra aussi aux transformateurs de s'assurer sur l'approvisionnement des matières premières. Donc la bourse permettra d'accélérer le processus d'installation d'unités industrielles pour la transformation des matières premières. Nous envisageons de démarrer une bourse nationale de matières premières agricoles qui s'appuie sur un existant indéniable en termes d'organisation de la filière agricole en Côte d'Ivoire, mais surtout sur des travaux qui ont été menés au cours des dernières années en matière d'organisation du système de récépissé d'entreposage, ce qui est quand même un atout majeur. Des atouts qui ont suscité une réforme structurelle qui requiert un renforcement des compétences, d'où l'importance d'instruire les différents acteurs clés de ce projet avec les partenaires techniques, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Pour la réussite de ce projet, un programme de formation des acteurs de l'écosystème du marché agricole a été mis en place depuis le mois de février. Duré 3 mois, plus de 1000 personnes dans les secteurs publics et privés seront outillées à l'issue de cette formation. 3 produits agricoles ont été ciblés pour le démarrage de cette bourse des matières premières agricoles: le maïs, la noix de cola et l'anacarde. Au même chapitre agricole, le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire sensibilise les forces de défense et de sécurité dans les villes frontalières de Bondoukou, Niablé et Aboasso. Le Conseil veut venir à bout des tracasseries routières subies par les producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana, je rappelle, qui ont décidé de mutualiser leurs actions pour faire face à la fluctuation du marché mondial, ont mis en place un plan stratégique, comme nous le rapporte Noël Nyagno. Bondoukou, Niablé, Aboasso, 3 villes frontalières de l'Est de la Côte d'Ivoire, 3 destinations pour une campagne de sensibilisation des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de la commercialisation intérieure du cacao, d'éventuelles tracasseries que subiraient les producteurs ghanéens de la part de nos forces de défense et de sécurité. À l'origine de ce doute, le mode de transport de production des paysans ghanéens. Le transport par voie fluviale n'est pas une trajectoire rectiligne. C'est une trajectoire, comme on le dit, sinusoïdale, où par moment on fait des incursions en territoire ivoirien et par moment le fleuve, la Tanoé notamment, se retrouve en territoire ghanéen. Et lorsque ces producteurs ghanéens sont interceptés au niveau ivoirien, il y a ce qu'ils appellent un peu les tracasseries. En réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire que lorsque les Ghanéens, nos voisins ghanéens parlent de tracasseries sur le fleuve, il s'agit pour nous d'un simple contrôle. Parce que vous avez des gens qui sont sur le fleuve à des heures, ça peut être à 18 heures par exemple. Donc pour des questions sécuritaires, les forces de l'ordre ivoiriennes les interpellent. Et quand on contrôle leur identité, quand ils prouvent qu'ils sont des producteurs ghanéens, mais les forces de l'ordre les laissent partir, puisque généralement ils ont des cartes de producteurs. L'équivoque levé, il faut tout de même reconnaître la complexité du travail de contrôle des forces de sécurité et de défense aux frontières, surtout que la matérialité de celle-ci n'est pas évidente. Nous avons 7 bureaux, donc 7 voies légales. Mais nous avons des centaines de pistes. Et là, j'avoue que c'est une difficulté majeure. Vous avez je ne dis même pas des villages, mais vous avez des concessions, c'est-à-dire des cours, des maisons qui sont à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc des plantations qui sont à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vous comprenez que c'est des choses qui ne rendent pas facile notre tâche. Biano est situé dans le département d'Aboasso, exactement à 84 km du chef-lieu d'Aboasso. Biano compte 41 442 habitants pour 7 villages et 2040 campements. Et nous sommes situés à moins de 30 km de la première ville ghanéenne qui est Dadiesso. Dadiesso et Biano sont comme 2 frères jumeaux parce qu'il y a une forte imbrication au plan historique, au plan économique et au plan culturel entre ces 2 localités-là. On peut affirmer que ces différentes rencontres d'Aboasso, de Bondoukou
et de Niablé furent des moments de clarification et d'échange pour mieux gérer la déclaration du 26 mars 2018. Déclaration relative à la coopération Ghana-Côte d'Ivoire sur l'économie cacaoyère. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de l'offre mondiale de cacao. Eux, ce ne sont pas du tout des enfants de cœur. Ils auront semé la terreur sur les routes de Yamoussoukro pendant un mois environ. Les producteurs et autres voyageurs avaient donc affaire à eux sur les routes. Mais ces présumés coupeurs de route, au nombre de 4, ne séviront plus. Ils sont tombés dans les filets de la police criminelle de Yamoussoukro. 3 d'entre eux ont été abattus. Le 4e en fuite est activement recherché. Le témoignage de Kader Sogodogo. Seulement 5 km de Yamoussoukro. Un habitant de ce village, comme tous les matins, se rend à son champ. Sur place, son attention est attirée par des bruits. Un coup d'œil rapide, 4 individus, après avoir fait la cuisine, 2 affaissés et 2 autres causant. Kalachnikov, Kagoul et autres sont bien visibles. Les hommes du préfet de police de Yamoussoukro, le commissaire divisionnaire Youssouf Binaté sont aussitôt alertés. La criminelle boucle le secteur. La sommation est lancée. Des tirs proviennent du champ. La riposte ne se fait pas attendre. 3 corps gisent au sol. Un 4e blessé réussit à prendre la fuite. Ces individus sont des présumés coupeurs de route qui opèrent depuis bientôt un mois sur les routes de Yamoussoukro. Nous avons été alertés par un individu nous informant de ce que des coupeurs de route étaient dans la zone du village de Séman. Donc nous avons conduit des équipages, police criminelle, CCD aux gendarmeries, et nous sommes déportés sur les lieux. Arrivés sur les lieux, nous avons été accueillis par des tirs. Finalement, nous avons pu prendre le dessus. Nous avons pu neutraliser 3 bandits, un qui a été blessé mais qui est en fuite. Nous avons saisi 128 munitions, une calache, 2 chargeurs, plus 0,4 téléphones portables. Une opération réussie grâce à la bonne collaboration entre forces de sécurité et population civile. Pour l'heure, les efforts continuent pour retrouver le fugitif. Et justement, vient de l'apprendre, le présumé coupeur de route blessé et en fuite a été retrouvé mort dans les environs du village de Séman. Le bilan est donc désormais de 4 morts, selon la préfecture de police de Yamoussoukro. Une activité plutôt exemplaire à exercer. Si vous êtes intéressé par le métier de cinéma, notez que la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'ouvre dans quelques jours. La Côte d'Ivoire sera bien sûr présente dans la capitale du Burkina Faso avec 10 réalisateurs. Et notre reporter Serge Koulia en a rencontré certains sur des plateaux de tournage. C'est une jeune passionnée de production que nous rencontrons en plein tournage dans la commune de Cocody. Meliou Akreloba est la réalisatrice de la série télévisée Blog. Blog est une série télé qui parle d'une maman à la retraite qui s'ennuie et qui décide de devenir une blogueuse. Donc elle ouvre un blog et elle commence à parler de tout ce qui se passe autour d'elle. Sa série télévisée de 12 épisodes la propulse au devant de la scène du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est vraiment la RTI qui a cru en ce projet. Vous savez, quand on est nouveau producteur, les gens n'ont pas forcément confiance, on ne sait pas est-ce que vous faites des choses de bonne qualité, est-ce que vous êtes fiable. Et on espère vraiment au FESPACO avoir de bons retours sur des professionnels du métier, des professionnels du cinéma. En attendant le FESPACO, les réalisateurs ivoiriens en compétition ne chôment pas. Chaque année, je fais au moins une série, sinon je produis au moins un film, sans subvention. Et j'avance et sans crier ou sans me plaindre, je continue de faire la promotion du cinéma ivoirien. Alain Guikou poursuit le tournage de la série Les coups de la vie. Ce programme de 105 épisodes raconte 9 histoires tirées du roman Les coups de la vie de la journaliste Anzata Ouattara. Amour et mensonge, une de ces histoires est retenue dans la catégorie série télévisée. Moi, en tant que réalisateur, il y a eu de l'expérience, il y a eu du vécu. Et aujourd'hui, on me dit que mes programmes évoluent. Et donc, j'espère qu'on peut revenir avec quelque chose. En documentaire court-métrage, Sita Siduye, alias Fatou Sticker, prépare activement le FESPACO. Avec son documentaire, L'énergie, défi de survie à Nanagoun.
Un coup d'essai réussi qui nourrit davantage ses ambitions. Je vais au FESPACO avec l'intention de gagner d'abord. Ensuite, j'ai 2 longs métrages et j'ai 2 courts métrages également en fiction qui sont déjà prêts aussi en scénario. Donc, je vais dans le but de trouver des financements, de croiser des gens, des réalisateurs. Au total, 10 réalisateurs vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au FESPACO. Voilà, et au nombre des activités culturelles cette année, notez Laoulaba 2019 aura un véhicule. Cette promesse émane d'un opérateur économique partenaire de l'événement. Au cours de la cérémonie et de la 13e édition, 16 phases de présélection sont prévues. Elles se dérouleront du 16 mars au 22 juin prochain. La finale aura lieu le 3 août 2019. Voilà, je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Woyon Tolo Serré et Sidonie Davila. Des violences opposant des partis de Macky Sall et ceux du PUR, le parti d'Issa Sall, ont éclaté lundi à Tabagunda, dans l'est du Sénégal. Environ 6 morts et de nombreux blessés, notamment des journalistes. Les candidats appellent au calme. Le procès des indépendantistes catalans s'est ouvert mardi devant la Cour suprême espagnole. 12 leaders politiques soupçonnés comparaissent pour avoir tenté d'arracher par la force la partition de la Catalogne selon le procureur général. Tous encourent des peines très lourdes. Ce procès, qui durera au moins 3 mois, pourrait accentuer les tensions politiques entre Madrid et Barcelone. Au moins 40 personnes ont perdu la vie mercredi dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger à Dosso, dans le sud-ouest du pays. La pirogue transportait plus de 100 personnes et seules 64 ont été secourues. La police et les forces navales poursuivent les recherches afin de retrouver les personnes disparues. Après une semaine de manifestations violentes, le président haïtien Jovenel Moïse est sorti jeudi de son silence. La rue, elle, ne se calme pas. Depuis plus d'une semaine, ils sont nombreux ces Haïtiens qui réclament son départ de la tête du pays. Le président haïtien assure qu'il finira son quinquennat. Le président américain Donald Trump a signé vendredi l'état d'urgence pour permettre le financement du mur à la frontière mexicaine. En contrepartie, le Congrès américain devrait approuver le compromis budgétaire pour éviter un nouveau shutdown adopté par le Sénat et la Chambre des représentants. La construction du mur entre le Mexique et les États-Unis est une promesse de campagne de Donald Trump. Quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote samedi, la Commission électorale du Nigeria estime qu'il n'est pas possible d'organiser le scrutin dans les conditions actuelles. Les élections présidentielles, législatives et sénatoriales se tiendront finalement le 23 février prochain. Les raisons de ce report, des problèmes logistiques selon la commission électorale qui indique que c'est une décision qui devrait permettre de garantir la tenue d'élections libres et transparentes. Ce dimanche, Juan Guaidó, président autoproclamé du Venezuela, appelle à une mobilisation de la population. Une façon de convaincre l'armée de laisser entrer l'aide humanitaire dans le pays bloqué depuis 10 jours à la frontière mexicaine. Le président Nicolás Maduro campe sur sa position. Il dément l'existence d'une crise humanitaire et refuse l'entrée de cette aide américaine, considérant qu'il s'agit d'un premier pas vers une intervention militaire des États-Unis. Voilà, ce résumé de l'actualité internationale par Woyon Télé Soro et Sidonie Davila met fin à ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTI 1. À très bientôt.